Vous avez peut-être entendu le terme CPU, mais que signifie-t-il exactement? Vous souhaitez assembler le PC pour la première fois, vous arrivez à la partie CPU et il y a tellement de chiffres, de lettres, de spécifications différentes qui n'ont aucun sens pour vous. Eh bien, dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur les processeurs, ce qu'ils signifient, comment choisir le bon, comment ne pas faire d'erreur, et vous pourrez même entrer dans une conversation avec certains de vos amis les plus geeks après cette vidéo. What is that? L'obtention de licence Windows est bon marché et facile avec Cookies.com et si vous utilisez le code TN20, vous bénéficiez d'une remise supplémentaire. Terminez l'achat, copiez la clé et collez-la dans les paramètres d'activation. Et vous avez terminé. Consultez également leur licence Microsoft Office 19 et utilisez le même code TN20 pour bénéficier de la remise supplémentaire. Découvrez Cookies.com dans la description vidéo ci-dessous. L'une des principales choses que vous voyez en ligne sont les différents fabricants de processeurs. Il existe principalement deux fabricants de processeurs. Nous avons AMD et Intel et ce sont ceux-là dont vous devriez vous souvenir pour l'instant. Apple fabrique techniquement ses propres processeurs, il y a Nvidia qui fabrique techniquement ses propres processeurs, et quelques autres. Mais pour les processeurs de bureau et d'ordinateurs portables, nous voyons principalement ces deux modèles se concurrencer. L'une des premières choses que vous voyez lorsque vous recherchez un processeur, c'est qu'il existe différentes dénominations du processeur. Celui-ci est un i9, celui-ci est un Ryzen 9. Il y a des i5, des i7, des i3. Que signifie-t-il réellement? Intel et AMD ont tous deux des noms pour leurs différentes références de processeurs ou signifiant différents niveaux de produits. Les inférieurs et les supérieurs. Plus le nombre est élevé, mieux c'est. Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 et Ryzen 9. C'est pareil ici. Intel Core i3, i5, i7 et i9. Plus le chiffre est élevé, meilleure est la génération. Mais ce n'est pas tout. Nous avons d'autres éléments à la fin du nom des CPU. Prenons ceci comme exemple. Nous avons un i9 14900K. Le i9, vous savez ce que ça veut dire. La référence i9 indique que ce processeur sera supérieur à i7. Lorsque cela devient un i7, ce n'est plus un 4900K, c'est en fait un 4700K. Ensuite, nous avons un i5 qui ferait un 4600K et un i3 autre chose. Mais dans le territoire i5, vous pouvez avoir différents processeurs. Vous pouvez avoir 14 600 000, vous pouvez avoir 14 500, vous pouvez avoir 14 600, vous pouvez avoir 14 400. Ce sont tous des i5, mais comment savoir lequel est le meilleur? Ce que nous devons faire, c'est en fait séparer la dénomination aux quelques domaines différents. Tout d'abord, nous allons regarder l'arrière ici qui est K. Ensuite, nous regardons les trois chiffres ici. 1, 2, 3. Et puis nous regardons ce qui reste devant ici, car il peut s'agir de deux chiffres ou d'un seul. Nous examinons donc également ce point ici. Commençons d'abord par l'avant. Ce 14 signifie la génération. Il se peut également qu'il soit inférieur à 10. Donc si vous avez 9900K, cela signifie que c'est la 9e génération. Plus le chiffre est élevé, plus la génération est tardive. Nous vous expliquerons cela dans une minute. Ensuite, nous avons ces trois nombres à la fin ici. Et ce sont fondamentalement des références différentes ou des modèles différents au sein des modèles i5, i9, i7. Vous pouvez avoir 900K, vous pouvez avoir i7 ou i9 800. En gros, plus les chiffres sont élevés, plus les batteries sont nombreuses. Vous pouvez obtenir 900, vous pouvez obtenir 980, parfois même des temps de disponibilité, et ainsi de suite. Plus le nombre est élevé, mieux c'est. Ensuite, nous avons le dernier morceau ici qui est le K. Vous avez peut-être remarqué qu'il existe beaucoup plus de lettres différentes que simplement K. Il y a des options qui n'ont rien et nous prendrons cela comme rien. Quand il n'y a pas de lettre à la fin du nom comme nous l'avons ici. Il s'agit du i5-12400. Cela signifie que ce processeur n'est pas overclockable et qu'il ne fonctionne que dans les limites de puissance prévues du CPU. Ce qui représente souvent 65 watts de puissance de base, suivi d'une sorte de puissance turbo. Mais pour l'instant, vous devez vous rappeler que lorsqu'il n'y a pas de lettre à la fin du CPU, il s'agit essentiellement de la configuration de base du CPU. Ensuite, nous avons un F. Lorsqu'il y a un F sur le CPU, cela signifie qu'il n'y a pas d'iGPU. Le processeur n'a pas de carte graphique intégrée et lorsque vous souhaitez une sortie vidéo, vous devez disposer d'une carte graphique dédiée. Ensuite,
nous avons le processeur AK que vous avez là à la fin. Cela signifie que le processeur est overclockable. Peut-être que vous ne souhaitez pas effectuer d'overclocking manuel. Avoir un processeur AK est toujours mieux qu'un processeur non AK car votre carte mère peut effectuer une partie de l'overclocking à votre place et vous obtenez plus de performance du processeur même si vous n'effectuez pas d'overclocking manuel si cela a du sens. Ensuite, nous avons quelque chose appelé KS et ce KS n'apparaît jamais séparément. Vous ne pourrez jamais avoir un CPUS. Vous avez un KS et le KS est tout le temps le i9 quelque chose KS parce que le KS est le même. KS signifie qu'il s'agit d'une version binée du processeur. Considérez cela comme une édition limitée ou optimisée d'un processeur optimisé pour des performances maximales absolues. Comme si vous aviez quelque chose dans les voitures, vous avez une édition limitée d'une certaine voiture. Lamborghini Huracan par exemple, une édition limitée de quelque chose de pack performance, c'est ce que vous avez un KS. Il a souvent un peu plus de performance ou une qualité de silicium un peu meilleure, ce qui signifie que vous pouvez l'overclocker encore mieux que certaines versions non KS. Ils sont souvent très chers et pour la plupart des gens, vous devriez probablement les oublier. Parce qu'ils offrent des performances marginales par rapport à la version K si vous êtes un 14900K par rapport à 14900 kS. Ensuite, nous avons également une version qui signifie que ce sera une version de moindre puissance. En fait, c'est en dessous de la base et ça va. Les versions T sont souvent intégrées à certains PC spéciaux comme un mini PC ou un PC préconstruit qui a des limites de puissance très définies et vous ne voulez rien faire. Tout est très bien défini et verrouillé, c'est un T. C'est en fait un peu en dessous de la version de base car la version de base peut aller plus haut que le T. Vous avez peut-être remarqué qu'il existe en fait autre chose appelée X et XE, et c'est de cela dont nous parlons ici qu'il s'agit d'Intel. Nous ne parlons pas d'AMD pour le moment. Si vous voulez également voir AMD, laissez-moi un commentaire dans la section commentaires ci-dessous pour que je sache que vous aimeriez également voir cela d'AMD. Beaucoup de ces choses peuvent également s'appliquer à AMD, donc même en regardant celle-ci, vous pourrez peut-être déjà comprendre certaines des versions d'AMD en restant simplement jusqu'à la fin de la vidéo. Il existe en fait des processeurs X et XE qui sont des processeurs XE, quelque chose comme ça ou quelque chose comme ça. Ils signifient également la même chose, ils sont overclockables. Maintenant, ce n'est pas tout, car Intel a récemment lancé une nouvelle gamme distincte de ses processeurs appelés Core Ultra et ce sera Intel. Il n'y a pas de Core Ultra AMD et vous pourriez penser que le Core Ultra est quelque chose qui va encore plus haut, car Ultra est sûrement plus qu'un nom Ultra. Eh bien, c'est là que vous vous tromperez, car Core Ultra signifie efficacité et ces puces Core Ultra, vous les verrez dans des systèmes comme celui-ci. Cet ordinateur portable ici est le ZenBook 14 OLED et celui-ci exécute le Core Ultra 755H. Nous en parlerons dans une minute et cela signifie que vous bénéficiez des meilleures performances et des performances les plus efficaces également. Vous bénéficierez de la durée de vie de la batterie la plus longue et c'est ce que nous pouvons constater avec les processeurs Core Ultra. Une autonomie de batterie bien meilleure que la génération précédente. Si nous prenons les conseils de la page précédente, vous savez déjà qu'il existe des Core Ultra 3, 5, 7 et 9. Ceux-ci fonctionnent exactement de la même manière, nous l'appelons UUU en ce moment car cela signifie que l'Ultra L est avant le T et cela fonctionne exactement de la même manière que sur le modèle précédent ici i3, i5, i7, i9. Ce qui rend cette version ultra différente, c'est que ce changement de nom commence désormais avec un lettrage légèrement différent. Par exemple, le processeur à l'intérieur est dans le Core Ultra 7155H et ici ce bit ici le premier chiffre signifie la génération du processeur. Ici, nous voyons deux autres chiffres, et non plus trois chiffres, ce qui signifie que plus le nombre est élevé, mieux c'est, car vous avez par exemple un Core Ultra 9 qui peut être de 185H, ce qui fait que cet ordinateur portable peut également être obtenu dans une configuration de Core Ultra 9 et vous avez alors 185, donc ces deux chiffres signifient que plus le nombre est élevé, mieux c'est. Cela signifie essentiellement que vous ne pouvez jamais obtenir un Ultra 7185H, donc parfois ces chiffres se reflèteront sur l'Ultra 9 Ultra 7 et puis nous avons un H à la fin des chiffres, alors que signifie le H et quand il s'agit de processeurs pour ordinateurs portables d'Intel, il y a beaucoup plus de lettres à la fin que nous devons apprendre.
Gardez à l'esprit que vous pouvez parfois obtenir ces processeurs pour ordinateurs portables comme ce Core Ultra 7155H également dans des mini-PC. Certains fabricants recyclent les processeurs des ordinateurs portables et les intègrent dans certains mini-PC afin que vous puissiez toujours les utiliser, mais ils n'ont pas d'écran, mais ce sont toujours des processeurs d'ordinateurs portables. Apprenons maintenant à connaître les lettres du processeur d'ordinateur portable ou mobile à la fin. Il y en a quelques-uns et ils vont dans l'ordre comme celui-ci. Nous avons un i qui est un processeur à très faible consommation d'énergie mais il ne s'appelle pas Core Ultra, c'est juste un processeur à très faible consommation d'énergie. Ensuite, nous avons U qui est une puissance un peu plus élevée, nous les avons donc simplement nommés comme de petites flèches, la première n'en a qu'une. Version AP qui signifie que nous avons juste un peu plus de puissance que nous avons 3 flèches et au fur et à mesure que nous remontons dans cette échelle, H signifiera encore plus de puissance que P et U et I. Nous commençons en fait à perdre la durée de vie de la batterie et voici comment ces différences Q ou non vous indiquent en fait à quelle durée de vie de la batterie vous pouvez vous attendre et vous verrez que la spécification réelle de la durée de vie de la batterie sera également liée à la dénomination de ces processeurs. Ce processus U vous offrira une meilleure autonomie de batterie que P et ainsi de suite, mais la taille de la batterie et la puissance qu'elle contient sont également importantes. Il y a des limites de puissance là-bas. U et P ont généralement entre 20 et 30 watts et ainsi de suite. Au fur et à mesure que vous montez, vous pouvez obtenir des limites de puissance de plus en plus élevées pour cela et vous vous rendrez compte que les ordinateurs portables deviennent plus gros et plus épais à mesure que cette dénomination augmente de plus en plus. Nous sommes arrivés au H et ce sont essentiellement les 4 principaux et le noyau Ultra remplace généralement celui-ci ici le P et comme vous pouvez le voir, même le noyau Ultra aura le H à la fin, qu'ils prendront à partir d'ici. Certains d'entre eux peuvent être très puissants, mais la limite de puissance H que j'ai vue est bien inférieure à ce que l'on voit habituellement sur un 13900H par exemple, même si l'Ultra étant une nouvelle génération, il remplacera en fait à peu près quelque part ici avec la consommation d'énergie P là-dedans. Vous pouvez obtenir les Core Ultra jusqu'à 65 watts, quelque chose comme ça, mais je ne veux pas rendre cela trop compliqué pour le moment, apprenons simplement ces lettres et ce qu'elles signifient avec les processeurs. HK, vous pouvez déjà comprendre ce que cela signifie lorsque vous connaissez le cas de la lettre précédente, ce qui signifie que le K signifie qu'il est overclockable, donc cela signifie essentiellement une puissance élevée et overclockable. Le HX signifie cependant que c'est élevé et que c'est encore plus puissant et overclockable car le HX est fondamentalement le plus proche du bureau dira que c'est à peu près la même chose qu'un K sur une version de bureau, donc vous vous rendrez compte que si vous avez quelque chose comme le 13900 HX par rapport au 13900K, alors vous vous rendez compte que c'est aura exactement le même nombre de cœurs et de threads, mais seul le HX aura une limite de puissance légèrement inférieure car l'ordinateur portable ne peut pas tirer autant d'énergie que sur l'ordinateur de bureau, donc le HX sera le plus élevé que vous verrez sur un ordinateur portable, vous ne verrez jamais un HX à l'intérieur d'un processeur de bureau. Pour revenir rapidement au Core Ultra, le Core Ultra est la première version Intel de CPU qui dispose également de ce qu'on appelle le traitement de l'IA à l'intérieur du CPU. Ainsi, à l'intérieur du CPU, vous aurez ce qu'on appelle un NPU, ce qui signifie unité de traitement neuronal, et c'est là que le traitement de l'IA se produit localement dans votre CPU. Pour l'instant, cela ne nous donne pas beaucoup d'informations sur ce que nous pouvons en faire ou sur ce que cela nous permet de faire avec, mais juste pour que vous sachiez que lorsque davantage de choses liées à l'IA sortiront, les processeurs d'IA pourront faire certaines de ces choses un peu plus rapidement et nous pourrons les utiliser. Lorsque vous commencez à regarder les processeurs, la prochaine chose que vous verrez probablement à côté du processeur sont les cœurs. Que signifient les cœurs de processeur? Les cœurs du processeur peuvent être considérés comme de petits travailleurs ou des cerveaux à l'intérieur du processeur. Ainsi, lorsque nous voyons un processeur, il est très courant de voir des processeurs à 4, 6 ou 8 cœurs. Nous avons actuellement un processeur à 6 cœurs et plus vous avez de cœurs, plus vous avez de travailleurs. Ainsi, lorsque vous envoyez des données au processeur, ce qui signifie que toutes vos tâches, que ce soit du montage vidéo ou simplement des tâches simples sur Chrome, des jeux ou du rendu, sont toutes des tâches différentes que ces cœurs de processeur doivent déterminer quoi faire et vous pouvez en fait envoyer des données de tous les endroits différents au processeur et comme vous pouvez le voir, le processeur entre ici, c'est le côté processeur.
du socket et le processeur peut extraire des données de votre SSD de votre carte graphique à partir de toutes sortes d'endroits différents et c'est là qu'il traite les données et les fait réellement fonctionner et détermine quoi en faire. Plus vous avez de cœurs, meilleur est le processeur, car il est capable de traiter plus de travail en même temps. À côté des cœurs, vous pouvez voir quelque chose appelé threads et beaucoup de gens peuvent penser que le thread, si nous regardons simplement le zoom avant sur l'un des cœurs, ils pensent que le thread va simplement diviser le processeur en deux et vous avez 2 threads par cœur, ce qui signifie que vous pouvez simplement traiter des données sur 2 cœurs distincts. En gros, vous regardez votre gestionnaire de tâches et vous voyez des cœurs logiques et vous verrez qu'ils traitent tous des choses en même temps. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il est préférable de considérer les noyaux et les fils comme une bande transporteuse. Si vous avez un cœur là-dedans, zoomons sur un cœur ici, voyons essentiellement qu'il s'agit d'un tapis roulant qui se déplace de cette façon, puis mettons un autre tapis roulant ici, voyons que ce sont des threads et que ce sont juste des données que le processeur traite et que ce ne sont que des 0 et des 1 et comme ça, nous n'en avons pas deux, juste un 0 1 0 0. Il s'agit du travailleur ici qui fait et traite les données. Vous avez un thread qui charge ceci là-dedans, disons que c'est un Chrome là-dedans et c'est un montage vidéo ici et un autre problème, par exemple, le processeur peut réellement gérer et faire une chose à la fois. Une fois que ce fil est là, il résout ce problème, mais disons que ce fil ici se termine, cela se produit très vite, ce que vous réaliserez dans une minute, puis le processeur pense ok, je n'ai rien à faire, c'est bien d'avoir un autre fil avec un autre travail pour que le cœur du processeur continue toujours à fonctionner. Si vous ne fournissez pas de travail au processeur en même temps, c'est à ce moment-là que nous réalisons qu'il y a des latences et des bugs et parfois votre ordinateur se bloque ou quelque chose comme ça parce que les données qui doivent arriver au processeur sont soit qu'il n'y a pas assez de cœurs disponibles, soit qu'il n'y a pas assez de threads disponibles parce que les données ne le sont pas. Atteindre le CPU. Il faut qu'il arrête de traiter toutes ces données ici avant de commencer à faire celles-ci. Maintenant, en ce qui concerne les cœurs, vous remarquerez peut-être qu'Intel a récemment lancé quelque chose appelé un P-core et un E-core. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi devons-nous ajouter plus de lettres? Que signifie-t-elle? Les P-cores sont essentiellement de gros cœurs de performance tandis que les E-cores sont de petits cœurs d'efficacité et c'est ce qu'ils représentent. Les P-cores sont ceux qui vont très vite et ils sont très puissants, ils consomment beaucoup d'énergie et les E-cores sont plus efficaces et nous les appelons également des tâches d'arrière-plan. Mais ne sous-estimez pas les E-cores, ce que beaucoup de gens font et ils disent que les E-cores ne sont pas de vrais cœurs. Les E-cores peuvent accomplir une très bonne tâche qui change vraiment votre flux de travail. Vous souhaitez que les P-cores gèrent les tâches sur lesquelles vous travaillez actuellement. Qu'il s'agisse de jeux, de montage vidéo, de navigation sur le web, de retouche de photos, de traitement de données, de codage. Vous souhaitez que les P-cores gèrent vos tâches actuelles, car votre PC est alors plus réactif et plus rapide. Mais il y a beaucoup d'autres tâches à effectuer sur votre PC. Votre Windows Defender, votre antivirus, votre musique joue en arrière-plan, vous naviguez sur le web en même temps que vous enregistrez tout en jouant tout en ayant Photoshop et le montage vidéo ouvert en même temps et le rendu vidéo. Comment faisons-nous toutes ces choses? Eh bien, c'est là que les P-cores et les E-cores s'avèrent très utiles. Intel est jusqu'à présent le seul à disposer de P-cores et de E-cores. Apple l'a également fait, mais nous allons nous concentrer uniquement sur le côté Windows pour le moment. AMD ne dispose actuellement que de P-cores, ce qui signifie que si vous avez besoin de répartir les tâches que vous effectuez sur votre PC, vous les confiez simplement à un autre gros P-core qui va consommer beaucoup d'énergie. Ce qu'Intel a fait et la façon dont fonctionnent les P-cores et les E-cores, c'est que les P-cores planifient celui sur lequel vous travaillez en ce moment et les E-cores prennent en charge les tâches d'arrière-plan et les tâches secondaires qui ne nécessitent pas de travail actif mais qui doivent quand même être effectuées. Le meilleur exemple de fonctionnement est celui du montage vidéo. Disons que vous effectuez actuellement le montage vidéo dans Premiere Pro et c'est ce que font les P-cores ici. Vous faites du montage vidéo et vous êtes en train de créer votre dernier film absolument incroyable, mais en même temps, ce qui se passe, c'est que vous effectuez le rendu de proxy en arrière-plan dans Media Encodé, ce que les cœurs d'efficacité peuvent faire ou vous exportez une autre vidéo en même temps dans Media Encodé, ce que vous venez de terminer, mais vous souhaitez commencer à éditer la vidéo suivante. Ce qui se passe,
c'est que les encodeurs multimédia prennent cette vidéo et commencent à travailler dessus en arrière-plan, tandis que les P-Core qui sont rapides vous permettront de continuer à éditer la vidéo dans Premiere Pro sans ressentir aucune perte de performance, ce qui ressemble à de la magie et c'est là que c'est incroyable. Maintenant, cette planification peut se produire très souvent dans différentes parties de l'ordinateur. Quoi qu'il en soit, les cœurs peuvent prendre en charge cette charge et les cœurs P vous permettront toujours de travailler efficacement. Pourquoi le P-Core est-il un E-Core? Pourquoi ne pas simplement ajouter plus de P-Core? Parce que les cœurs consomment en réalité moins d'énergie que les cœurs P, ce qui signifie que nous pouvons économiser de l'énergie, de la chaleur, ce qui est toujours bon dans un ordinateur et lui permet de durer plus longtemps et de fonctionner plus rapidement. Et croyez-moi, ces E-Core sont très puissants et aussi puissants que certains des P-Core d'il y a quelques générations, donc ce ne sont pas n'importe quels petits nibbles qui sont en arrière-plan, ils sont très puissants. Il est également important que vous sachiez que cela s'appelle ici l'hyperthreading. Plusieurs threads par cœur signifie un hyperthreading, ce qui signifie que nous pouvons fournir plus d'informations et plus de tâches au processeur et laisser le processeur être prêt à traiter les données lorsqu'il est prêt à le faire. Un autre élément que vous pourriez voir lors du choix de votre CPU est le cache avec un E à la fin. Il s'agit essentiellement d'une mémoire temporaire très rapide qui se trouve à l'intérieur de votre processeur. Par exemple, si nous recherchons sur Google quelque chose comme un ARC 14900K et que nous cliquons simplement sur le premier lien, vous vous rendrez compte qu'il s'agit de la page produit d'Intel où nous voyons un 4900K et nous commençons à voir toutes sortes de spécifications ici et je vous expliquerai la plupart d'entre elles et les autres. Vous pouvez simplement les oublier car elles ne signifient rien pour vous. Vous faites défiler un peu vers le bas et vous réalisez qu'il y a quelque chose ici appelé cache, puis le cache L2 total est de 32 mégaoctets, 36 mégaoctets, ce n'est pas beaucoup, c'est comme la taille d'une petite clé USB que nous avions il y a quelques années, ce n'est pas une grande quantité de cache. Eh bien, ce cache se trouve à l'intérieur de votre processeur et à l'intérieur de votre processeur, vous avez trois types de cache différents. Vous avez le cache L1, L2 et L3 et L4 est le plus rapide, suivi de L2 puis de L3. Le L1 est généralement très petit comme vous pouvez le voir ici et il stocke les données les plus fréquemment utilisées auxquelles le processeur doit accéder. Disons que vous parcourez un annuaire téléphonique et que vous appelez de nombreuses personnes différentes et que vous vous demandez ensuite quelle est la personne que vous venez d'appeler récemment, mais dont le numéro doit être à nouveau connu. Il sera stocké dans la mémoire des numéros récemment composés à l'intérieur de votre téléphone. C'est ce que fait également le processeur, mais à une échelle beaucoup plus grande, avec toutes sortes de données différentes qui lui parviennent de partout. Il doit se souvenir de toutes sortes de choses différentes et avoir la RAM ici est trop éloignée et trop lente pour lui fournir réellement les dernières données les plus fréquemment utilisées. Il passe par L1, L2 et L3 et il devient plus grand à mesure qu'il obtient un plus grand nombre et généralement la plus grande taille également. L1 est beaucoup plus petit que L2 et la RAM est également beaucoup plus grande. Alors pensez-y, plus vous avez de cache, meilleur est le processeur et généralement ce que vous voyez, c'est qu'à mesure que vous passez de i3 à i9, votre processeur commence également à avoir plus de cache, ce qui rendra le processeur plus rapide lors du traitement des données, en particulier dans les jeux. Mais cela devient de plus en plus important également pour les charges de travail créatives. Ensuite, après avoir épuisé son cache de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3, il stocke les données dans la RAM et laisse la RAM gérer ces données. Vous pourriez maintenant penser que la RAM est aussi rapide que L3, mais plus loin. En fait non, les caches L2 et L1 d'un processeur sont plusieurs fois plus rapides que la RAM. Cela peut être jusqu'à 100 fois plus rapide et c'est pourquoi vous ne pouvez pas en avoir beaucoup car c'est très cher. Vous voyez ici, en regardant les spécifications de votre processeur, vous voyez beaucoup de nombres différents appelés fréquences, 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 fréquences et ils sont tous accompagnés d'une sorte de nombre et du GHz à côté d'eux. Qu'est-ce que cela signifie? Le gigahertz, également connu sous le nom de fréquence ou de vitesse d'horloge, est la vitesse à laquelle fonctionne le cœur du processeur. Alors rappelez-vous ces cœurs de processeur, les cœurs E et les cœurs P, toutes ces spécifications à l'écran représentent la vitesse de ces cœurs de processeur. Maintenant, que signifie le GHz? Hertz représente l'intervalle réel et si vous avez un Hertz, cela correspond à un cycle par seconde. De nombreuses choses utilisent la fréquence à laquelle votre moniteur se rafraîchit à X Hz par seconde, ce qui signifie un rafraîchissement par seconde. C'est 60 Hz, ce qui signifie 60 cycles par seconde si cela a du sens.
Maintenant, G ici signifie 1 giga et laissez-moi juste vous rappeler comment cela fonctionne. Si vous savez que kilo signifie 1000, après kilo, nous avons 1 méga qui vaut 1 million. Après méga, nous avons 1 giga qui vaut 1 billion d'opérations par seconde, cycle de rafraîchissement par seconde. Maintenant, ce que vous pouvez voir ici, c'est 4900K, la fréquence turbo maximale. Ce que vous pouvez voir ici est de 6 GHz. Donc 6 GHz signifie que c'est 6 trillions d'opérations ou de craquements par seconde, ce qui est super rapide, et plus le gigahertz est rapide, plus la quantité de données qu'il peut réellement traiter est rapide en 1 seconde. C'est ce que l'on appelle également les performances d'un seul cœur. Souvent, lorsque vous voyez ces vitesses d'horloge, cela ne signifie pas que tous ces cœurs peuvent fonctionner à cette vitesse. Cela signifie que certains de ces cœurs, ce que vous voyez généralement, c'est qu'un cœur 2 ici a une très bonne loterie de silicium et que ce cœur peut fonctionner le plus rapidement possible, ce qui peut aller jusqu'à 6 GHz par exemple. Cela ne veut pas dire que tous les 6, 8 ou 24 cœurs peuvent fonctionner à 6 GHz et c'est pourquoi vous pouvez voir toutes ces spécifications. Tous ces différents GHz vont de 2,4 GHz à 6 GHz, ce qui représente presque 3 fois plus de cycles, et c'est parce que différents cœurs peuvent aller à des vitesses différentes à des moments différents et que vous alliez en mode monocœur, ce qui signifie qu'un seul cœur fait quelque chose. Disons que vous éditez une photo et que vous travaillez avec certains des faders et que la photo est ajustée, c'est une performance monocœur et vous ne faites rien d'autre. Alors c'est à quelle vitesse un seul cœur peut traiter ces données et travailler. Sur cette photo, mais disons que vous effectuez le rendu d'un projet 3D, c'est là que beaucoup de ces cœurs peuvent travailler ensemble pour assembler cette image, pour regarder toutes ces données et les pixels sur le travail, puis lorsque tout le monde commence à travailler ensemble parce que tout le monde travaille, ils ne peuvent pas aller aussi vite que 6 GHz et c'est pourquoi vous avez ce qu'on appelle une performance multicœur. Lorsque vous comparez deux processeurs distincts, l'un est parfois meilleur en monocœur, mais parfois l'autre est meilleur en multicœur. Ainsi, monocœur et multicœur, en fonction de votre flux de travail, l'un peut être plus important que l'autre. Par exemple, si vous effectuez beaucoup de rendus, les performances multicœur sont beaucoup plus importantes pour vous que les performances monocœur. Peut-être que vous construisez un PC pour quelque chose qui rend ou rend des fermes, c'est là que le multicœur est plus important, mais si vous travaillez activement sur des photos ou des vidéos et que vous éditez des éléments, les performances monocœur sont peut-être plus importantes pour vous, ou même si vous travaillez avec la fenêtre d'affichage dans vos applications d'édition 3D ou si vous travaillez avec. Sur l'architecture et le déplacement des modèles, il s'agit toujours de performances monocœur, car vous ne travaillez pas à rassembler ces données et lorsque vous consultez certains de ces benchmarks en ligne, vous voyez des chiffres différents pour les performances monocœur et multicœur. Il y en a aussi de très célèbres que vous avez peut-être vus, comme Geekbench et Cinebench, qui testent tous deux le processeur en performance monocœur et multicœur. Ils veulent voir à quelle vitesse est le processeur par cœur, trouver le cœur le plus rapide et tester à quelle vitesse il peut effectuer une seule tâche et également tester tous les cœurs à l'intérieur de votre processeur et voir à quelle vitesse ils peuvent traiter les choses ensemble. Performance multicœur et monocœur, cela peut également être classé dans les performances multithread et monothread, cela signifie la même chose, donc lorsque vous entendez le terme de charge de travail légèrement threadée ou fortement threadée, cela signifie simplement que les charges de travail légèrement threadées sont celles où seuls quelques cœurs rapides peuvent être capables de le faire car nous n'avons qu'une seule tâche. Sur le tapis roulant que nous devons lâcher, nous ne pouvons pas alimenter plusieurs cœurs du tapis roulant avec des données et nous avons alors des performances multicœurs, ce qui signifie des charges de travail lourdes, ce qui signifie que nous alimentons les cœurs avec beaucoup de tapis roulants, des données que les processeurs doivent traiter, puis déterminer quoi en faire ou rassembler les données. Ensuite, ce que vous voyez sur les spécifications du processeur, ce sont les spécifications de la mémoire. Pourquoi est-ce important et comment? Est-ce que cela affecte les performances du processeur? Que se passe-t-il ici? Vous pouvez voir la mémoire maximale qu'il prend en charge. Ainsi, les processeurs les plus courants comme les i5 et les i9 ne prennent souvent pas en charge autant de mémoire que les gros processeurs Xeon, qu'il s'agisse de Ryzen ou d'Intel, car les gros Xeon et Threadripper sont ce que vous avez sur AMD. Ils sont destinés aux gros postes de travail et aux gros serveurs qui ont besoin de beaucoup de RAM, que vous fassiez des calculs scientifiques ou des simulations qui nécessitent des quantités insensées de RAM, que vous et moi.
Peut-être pour le simple montage vidéo et photo et nos charges de travail de jeu simples, nous n'avons pas réellement besoin de cela. La mémoire est également référencée comme RAM, ce qui signifie la mémoire à accès aléatoire. C'est là que le processeur stocke les données temporaires avec lesquelles vous travaillez. Plus vous avez de programmes ouverts en même temps ou des programmes plus exigeants, plus il a besoin de RAM par exemple. Une simple page web et travailler sur vos emails ne nécessite pas autant de RAM que travailler avec le montage vidéo lorsque vous avez de gros actifs, beaucoup de choses que nous devons temporairement stocker dans la RAM. Vous pouvez maintenant voir là-dessus que nous avons des types de mémoire DDR4 et DDR5. Les Intel 12, 13 et 14e génération sont un peu exemptés à cet égard car ils prennent également en charge la DDR4 et la DDR5. Et plus le nombre est élevé, plus ça va vite. La DDR a commencé avec la DDR, la DDR2, la DDR3, la DDR4, la DDR5 sur lesquelles nous sommes maintenant et certains des GPU et certains des autres utilisent en fait la DDR6 et la DDR7 maintenant très bientôt également. Cela signifie simplement que la RAM peut fonctionner encore plus vite. Plus la RAM fonctionne vite, plus elle peut fournir rapidement les données au processeur pour les éléments aléatoires dont il a besoin pour stocker dans les emplacements RAM qui s'y trouvent et lorsque l'on regarde le type de RAM. Il vous indique essentiellement quelle RAM il prend en charge et à quelle vitesse. Une autre chose que vous pouvez voir ici est 5600 MTS. Qu'est-ce que MTS? Parce que certains kits RAM diront en fait MHS, ce qui signifie MHz. Rappelez-vous GHz, MHz. Maintenant c'est méga transfert par seconde. Transfert par seconde est une autre façon de dire MHz. Si nous voulons le garder très simple et que les mégatransferts par seconde vous montreront à quelle vitesse la RAM peut fonctionner avec les spécifications du processeur, prenons donc ce processeur ici, un 4600K ou un 4900K, il nous indique que la DDR5 peut fonctionner jusqu'à 5600 mégatransferts par seconde, ce qui signifie que si vous obtenez une mémoire à 5600 MHz ou mégatransferts par seconde, vous l'insérez dans vos emplacements mémoire, le processeur l'exécutera. Il y a 100% de chances qu'il fonctionne à cette vitesse, car c'est testé, c'est la vitesse nominale, considérez cela comme une vitesse garantie pour la mémoire, mais peut-être. Vous avez quelque chose comme ça, c'est un titane dominé par Corsair et cela fonctionne à 8000 MHz ou mégatransferts par seconde, ce qui signifie que les spécifications de votre processeur indiquent 5600 mégatransferts par seconde, il est indiqué que ce 8000 est au-dessus des spécifications que nous avons promis de vous garder, donc vous ne pourrez peut-être pas l'exécuter. Le processeur peut-il l'exécuter à plus de 5600 mégatransferts par seconde? Il y a très probablement beaucoup de RAM 6064, 6800 mégatransferts kit RAM qui fonctionneront facilement sur le 14900K. Cette spécification signifie essentiellement que nous ne garantissons pas qu'il fonctionnera car notre contrôleur de mémoire intégré IMC est évalué à 5600 mégatransferts par seconde type de mémoire et comme vous pouvez regardez la vitesse de la mémoire ici et c'est pour le double canal comme vous pouvez le voir ici le nombre maximal de canaux de mémoire est de 2 mais vous pourriez être confus car toutes les cartes mères que vous regardez ont 4 emplacements là-dedans. Eh bien c'est parce que le processeur divise les canaux de mémoire en 2 ce qui signifie essentiellement que vous avez toujours 2 mains mais maintenant vous devez transporter 4 bagages pas seulement 2 si vous en avez 2 c'est très facile à exécuter cela lorsque vous en avez 4 vous devrez peut-être réduire la vitesse prise en charge par le processeur simplement parce que lorsque vous divisez les canaux de mémoire, vous n'êtes pas en mesure d'exécuter les données ou les clés de stimulation à accès aléatoire que vous transportez dans vos bagages aussi rapidement qu'avec 2 clés et c'est pourquoi avoir le type de mémoire et les canaux de mémoire est très important pour vous lors du choix du processeur, car cela vous aidera à choisir les autres composants comme la RAM pour votre PC. Maintenant 3 autres conseils que j'aimerais vous montrer, ce qui est très important à vérifier lors de la vérification du processeur. Peut-être que vous ne savez pas quelle est la dernière génération, alors ce supplément. Les informations sont très importantes pour vous. Vous pouvez voir si ce processeur est lancé, s'il s'agit peut-être de la fin de sa vie et quand était la date de lancement comme vous pouvez le voir au 4e trimestre 2023 en ce moment. C'est au 1er trimestre 2024, ce qui signifie que ce processeur a été lancé à la fin de 2023, ce qui signifie que le processeur n'est pas très ancien, ce qui signifie très probablement qu'il s'agit des derniers processeurs. Il vaut parfois la peine de vérifier la date de lancement simplement parce que les biais de dénomination deviennent de plus en plus élevés. Il se peut que vous recherchiez un processeur qui ressemble à une dernière génération mais qui a en fait été lancé il y a un certain temps ou que certains noms commencent à se chevaucher, alors ne vous trompez pas, avoir cette date de lancement vous montrera toujours quand et quel âge a réellement le processeur.
Une autre spécification très importante que vous pouvez voir sur une liste de spécifications de processeurs est la puissance de base et la puissance turbo maximale qui est ici évaluée à 125 W et 253 W, ce qui signifie watts, et quelle est la mesure de consommation d'énergie qui vous indique la quantité d'énergie ou d'électricité qu'il tire réellement de la prise lorsqu'il fonctionne à la puissance de base de 125 watts et au maximum de 253 watts. Les spécifications Intel sont essentiellement plus élevées, plus le nombre est élevé, plus l'électricité consommée est importante et plus le refroidisseur dont vous avez besoin pour refroidir le processeur est efficace, ce qui est très directement lié à la vitesse plus élevée du processeur. Plus il consomme de puissance, plus les performances multicœurs sont bonnes, plus il peut travailler car il consomme plus de puissance. Et la toute dernière chose que j'aimerais vous montrer est lorsque nous allons plus bas ici les options d'extension, nous avons parcouru le support de la mémoire et les spécifications du GPU, c'est l'IGPU à l'intérieur du CPU. Rappelez-vous qu'AS les variantes non F dont toutes ces statistiques ne signifient rien en réalité, nous n'avons pas besoin de le savoir, mais les options d'extension sont quelque chose qui est important ou qui pourrait être important pour vous au maximum. Les voies PCI ici, comme vous pouvez le voir, sont au nombre de 20 et j'ai une toute autre vidéo expliquant ce que signifient les extensions PCI et les voies PCI, mais en gros, c'est une extension. Je vais vous laisser une vidéo dans la description ci-dessous comme vous pouvez le voir ou vous pouvez la trouver dans la chaîne. Cela signifie essentiellement tous les éléments supplémentaires de votre PC, que ce soit vos cartes graphiques, vos SSD, vos disques durs, toutes vos autres données. Plus vous avez de voies PCI, plus vous avez d'extensions si vous souhaitez ajouter des cartes réseau ou plus. Les cartes de capture Thunderbolt ont besoin de plus de voies PCI pour se connecter à votre CPU, plus vous en avez, mieux c'est, plus la génération est élevée, Gen 4, Gen 5, Gen 6, mieux c'est. Allez voir les voies PCI et cela vous expliquera plus en détail, mais essentiellement, il s'agit maintenant de votre CPU et si vous n'avez jamais compris ce que signifie CPU et comment cela fonctionne, en particulier sur la plateforme Intel, alors c'est celui-là. Récapitulons un peu les noms de votre CPU. Il est important de comprendre lorsque l'on regarde les différents noms de processeurs, ce qu'ils signifient et cela donne beaucoup d'informations sur ce que le processeur peut faire et ce qu'il a et ce qu'il n'a pas. Puis nous avons les processeurs Core Ultra et pour ordinateur portable. Que signifient-ils les différents processeurs pour ordinateur portable qui peuvent être encore plus déroutants et je comprends que c'est beaucoup plus déroutant car il y a plus de lettres mais ici. Vous pouvez comprendre au fur et à mesure que vous montez et ce que signifient deux lettres différentes, quelle est la quantité d'énergie qu'il consomme et quelle est son efficacité énergétique et quelle est la durée de vie de la batterie à laquelle vous pouvez vous attendre. Ensuite, nous avons nos cœurs de processeurs expliquant ce que signifient les cœurs PE, l'hyperthreading et ce que cela signifie de les faire en même temps ou si vous avez besoin de charge de travail mono ou multithread. Ensuite, nous avons le cache du processeur ainsi que la prise en charge de la RAM ainsi que la vitesse du processeur mesurée en GHz. Plus il est rapide, plus le processeur fonctionne rapidement. J'espère que cela vous a expliqué ce qu'est un processeur et vous aide à choisir et à comprendre quel processeur existe et lorsque vous comparez différents modèles de processeurs que vous recherchez. Il y a maintenant même plus de critiques techniques sur YouTube, peut-être sur ma chaîne ou sur d'autres. Que veulent-ils dire? De quoi parle-t-il maintenant? Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous recommande vivement d'appuyer sur ce bouton j'aime, cela fait une différence et abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait car il y a beaucoup plus de contenu comme celui-ci qui sort également. Faites-moi savoir si vous voulez que je fasse la même chose pour AMD ou d'autres pièces ou d'autres spécifications sur le PC maintenant si vous voulez vous construire la meilleure banque pour créer un PC ou simplement un très bon PC pour différents budgets. J'ai laissé mes guides de construction préférés dans la description ci-dessous. Je vais vous expliquer et vous montrer tout ce que vous devez savoir sur la façon de construire, combien dépenser, sur quoi ne pas dépenser et vous pouvez simplement suivre les vidéos, puis construire le meilleur PC pour vous. Si vous avez des questions spécifiques pour moi, vous pouvez me contacter sur Minect. Je répondrai à 100% à tous les messages ou appels vidéo contactés sur Minect. Merci beaucoup les gars d'avoir regardé et à la prochaine fois. Au revoir.